Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Que ça reste entre nous. Je vais donc raconter la seconde partie de mon histoire. N'hésitez pas à visionner et partager la première partie qui se trouve en lien dans la description. Merci pour votre écoute. Mon oncle Trois Points était particulièrement insistant, et plus j'essayais de repousser ses assauts, plus je tentais de me dégager, plus je luttais, et plus il me retenait avec force. Je peux dire que j'ai souvent eu mal entre ses mains. Avec le recul, je finis par réaliser à quel point mes efforts pour essayer de lui échapper ajoutaient encore à son excitation et à sa déviance. Il serait faux de prétendre que je me sois rendue sans combattre. Plus particulièrement, bien sûr, lorsque nous étions seuls, parce qu'en public, il était évidemment hors de question d'opposer la moindre résistance. Je me devais de rester impassible et de supporter l'innommable sans sourciller, soumise, jusque dans les profondeurs de mon intimité corporelle qu'il était capable d'atteindre à 50 centimètres de mes parents. Mon oncle était très porté sur la boisson. Régulièrement d'ailleurs, il me demandait d'aller lui chercher une bière dans la glacière. Il pouvait en boire plus de 20 par jour. L'alcool redoublait autant sa force physique que sa surexcitation et son agressivité. L'ambiance était donc plutôt lourde et électrique et ajoutait encore à mon malaise, à son obsession et surtout à ses indécences. Effectivement, la bière augmentait probablement ses pulsions et j'avais beaucoup de mal à l'empêcher d'abuser de moi en public. Cette appréhension et cette honte insupportables m'obligeaient à devancer ses envies et j'étais ainsi amenée à m'isoler davantage avec lui. Je finissais d'ailleurs par l'inciter à venir auprès de moi dans des endroits reculés autour de la propriété. La stratégie que j'employais pour éviter ces assauts publics augmentait à la fois notre complicité malsaine et ma culpabilité. J'étais emprisonnée dans un cercle vicieux. Il était mon compagnon malfaisant, mon partenaire toxique, mon maître empoisonneur, et notre relation était encore plus perverse étant donné qu'il avait fait de moi une fiancée entièrement soumise à ses fantasmes, une victime consentante. Je dépendais entièrement de ses désirs et de ses pulsions de débaucher, et j'étais de surcroît obligée de les gérer moi-même. Même si grâce à cette tactique, il n'était pas trop entreprenant en public, à mesure que je grandissais, il devenait de plus en plus agressif dans ses appétits, et il prenait aussi de plus en plus souvent plaisir à me mettre ouvertement mal à l'aise par des gestes ou des réflexions. Lorsque mon corps a commencé à changer dès mes 10 ans, il aimait me demander de lui montrer mes t-shirts pour qu'il puisse les contempler en s'approchant de moi. Mais je savais ce qu'il regardait et je pouvais d'ailleurs constater son plaisir physique, car je baissais les yeux chaque fois qu'il utilisait ce stratagème pour me déshabiller du regard. Il portait presque constamment des lunettes de soleil, mais je savais qu'il les utilisait pour que personne ne soupçonne où se posait son regard. Je pouvais d'ailleurs apercevoir ses yeux lorsque j'étais assise à table, toujours à côté de lui, car il fallait bien sûr qu'il puisse m'atteindre en toutes circonstances et particulièrement durant les repas. Je l'observais et je constatais qu'il tournait la tête vers son interlocuteur, mais que son regard se posait le plus souvent dans ma direction. Un jour, toute la famille s'est rendue au restaurant. J'étais obligée de m'asseoir à côté de lui, mais comme il n'y avait pas de place, j'ai dû occuper la chaise en face de la sienne. Durant le repas, il m'a demandé bien haut de goûter une part de son assiette. J'ai donc obtempéré. Il a repris sa fourchette et l'a alors pourléchée goulûment en me regardant d'un air particulièrement vicieux et pervers. J'ai eu peur que quelqu'un le remarque, mais personne n'a réagi. L'emprise était là, et j'en étais de plus en plus consciente. Je grandissais, mal. Je menais les deux vies parallèles, parce que même si je n'étais amenée à le rencontrer que durant les vacances, il était toujours avec moi comme un fantôme, par son emprise, par sa perversité, par ses souvenirs. En classe, dans mes rêves, dans mon intellect, dans mes jeux, dans les histoires que je me racontais ou celles que je lisais, dans le regard des hommes, dans ma chair. Durant toute mon enfance, chaque fois qu'il téléphonait à la maison, je savais qu'il devait être en manque de toutes ces perversions. Je n'oublierai jamais le saisissement et le haut-le-cœur que je ressentais chaque fois que j'entendais mon père prononcer son nom au téléphone.
Je savais que je devrais bientôt passer à la casserole, et cette attente devenait de plus en plus pénible à mesure que ma notion du temps se développait. Le temps, un élément subjectif et particulier dans les cas d'abus sexuels. En effet, l'attente était plus pénible que les agressions elles-mêmes. Je me disais que le temps passe vite, que je le vois qu'on en finisse. J'étais en permanence dans la salle d'attente de mes tourments, dans l'antichambre du vice. L'absence de mon bourreau était finalement encore plus pénible que sa présence. Il avait un aspect répugnant. Imaginez un homme de 130 kilos, qui pue la transpiration, la bière et le tabac froid, dont la langue est craquelée, qui a des chicots à la place des dents et qui se jette sur vous pour vous faire l'innommable. On voit la mort en face. Une partie de moi n'a d'ailleurs jamais eu le temps de naître, et je suis pour toujours incomplète. Il ne m'a jamais laissé tranquille, aussi loin que je me souvienne. J'avais environ 5 ans, et j'étais allée plusieurs jours chez lui avec ma grande sœur, quand j'ai attrapé les oreillons. Il m'a mis un médicament dans mes oreilles pour soulager la douleur, et même à ce moment-là, il en a profité. Mon histoire est également remplie de blancs. Je suis un puzzle incomplet. De nombreux souvenirs se terminent brutalement. Je me vois toute petite dans la chambre avec ma grande sœur. Je serre le singe en peluche dans mes bras, et mon oncle entre. La porte se ferme, et le souvenir s'efface, comme un film dont on aurait coupé la pellicule. Des dizaines de souvenirs amputés par la honte et la coupable complicité. Mon premier souvenir date du mois de mai 72. Je connais cette date grâce aux albums de famille que mon père prenait soin d'annoter. Une petite voiture rouge à pédales, des sapins. D'abord sa langue dans ma bouche. Ensuite une sensation de froid, un goût salé, une impression de mort. Coupé, dit la mémoire. Coupé, dit la honte. Coupé, dit la culpabilité. Coupé l'enfance. Coupé l'innocence, à tout jamais. Il y a des choses que je ne comprends toujours pas. Comment peut-on pousser le vice jusqu'à ce point? Comment peut-on continuer à se regarder dans la glace après ça? Une anecdote en passant. Lors de l'affaire du trou, je suis presque certaine qu'il a mis un crêpe noir à sa voiture en solidarité avec les petites victimes. Pourtant, d'autres victimes, il en a eu. Je pense aux filles de l'institution dans les années 50 et aussi à ses élèves. Un jour, il nous a montré son portefeuille à ma sœur et moi. Il contenait de nombreuses photos d'identité d'élèves qu'il avait volées à l'Athénée où il travaillait comme économe et chef éducateur. Il nous les a toutes présentées, et à propos de chacune d'elles, il ajoutait d'un air vicieux et avec un rictus répugnant. « Elle m'aime bien. » Ensuite, il a refermé son portefeuille et nous a dit « Maintenant, vous connaissez mes secrets. » Il m'arrive encore aujourd'hui de penser à ces filles que je ne connais pas, et j'ai la naïveté de me dire que si j'avais pu rencontrer d'autres victimes de mon oncle pédophile, nous aurions peut-être pu le faire condamner. Mais on ne touche pas au frère 3 points. Mon père est décédé quand j'avais 12 ans. Ma mère était alcoolique, et comme elle n'a jamais supporté cette perte, elle s'est réfugiée encore plus dans l'alcool. Au début de cette triste adolescence, ma sœur et moi lui avons dit ce qui se passait avec mon oncle, et sa réaction me déconcerte encore aujourd'hui. « Vous n'avez qu'à vous défendre ou le frapper, parce que j'ai besoin de lui. Il doit calculer mes impôts et m'aider dans mes démarches administratives. » Ce n'était pas la première fois que je racontais à ma mère ce qui se passait avec lui. J'avais 4 ans lorsque je lui ai dit en désignant ma partie intime que « Mon oncle me touche tout le temps ici, j'en ai marre, moi !» Ma mère m'a répondu par une moue dégoûtée. Elle était saoule et ne s'est donc jamais rappelée de cet incident. Devant son manque de réaction, je ne lui en ai plus jamais parlé, évidemment. Je ne comprendrai jamais ni ses dérobades, ni sa lâcheté, qu'il s'agisse de mon oncle pédophile ou qu'il s'agisse de l'institutrice maternelle qui me maltraitait en me déshabillant devant les autres et en pratiquant sur moi des attouchements, ou qu'il s'agisse de certains professeurs de sport qui prenaient plaisir à m'humilier devant les autres élèves. J'avais beau raconter et pleurer, elle n'intervenait jamais. Même le jour où un voisin m'a soulevée par les cheveux
et m'a ensuite jetée dans sa voiture pour me conduire à l'école. Ma mère a assisté à la scène et n'a pas réagi. Pourtant, j'ai hurlé. La dernière fois que nous sommes allés chez mon oncle, j'avais 13 ans et demi. Je peux dire que ce séjour compte parmi les pires de tous. Pour la première fois, ma mère était aux aguets. Elle me regardait avec une grande sévérité dès que je m'approchais de lui. Elle semblait très préoccupée et surveillait chacun de mes faits et gestes d'un regard rempli de colère envers moi. Mais cette attitude n'a d'ailleurs pas empêché mon oncle d'abuser de moi comme il le faisait habituellement. Elle m'avait consciemment placé dans les mains d'un pédophile en échange d'un vulgaire service fiscal. Seulement c'était moi qui étais tenu de repousser les agressions et de surcroît sous sa surveillance. En cas de passage à l'acte, la perversité émanait donc de moi. J'étais complice et elle était innocente. Quant à mon oncle, il ne pouvait pas être considéré comme agresseur puisque je me laissais faire. Je n'oublie pas ce jour où nous étions tous en train de jouer au flipper et il était allègrement occupé à abuser de moi dans mon pantalon alors que je me trouvais à 50 centimètres de ma mère qui semblait ne rien voir. Je me sentais honteuse, humiliée, malsaine et dévoyée parce que l'interdit avait été posé par moi et que je n'avais pas été capable de repousser ses penchants pervers. Je savais que si j'avais réagi en criant ou en le frappant, la faute serait de toute façon retombée sur moi, parce que non seulement j'aurais rompu en quelque sorte l'accord avec ma mère, qui attendait le service de mon oncle fiscaliste, mais aussi le pacte de silence qu'il y avait entre lui et moi depuis des années. J'aurais de toute façon été considérée par tous comme coupable, parce qu'ils auraient jugé que je m'étais laissée faire depuis que j'étais toute petite. J'étais comme toujours prisonnière, coincée dans un étau. Je me suis retrouvée seule avec lui à l'arrière de son chalet, sous les sapins, parce que, comme je l'ai déjà dit, il en était entouré. Ce monstre de 130 kilos me retenait souvent avec une force physique assez impressionnante. Cette fois-là, il s'est montré particulièrement impatient et exalté. Je ne m'étendrai pas davantage sur les détails de cet épisode, mais son discours et ses gestes ont été particulièrement obscènes. Du haut de mes 13 ans et demi, le seul moyen de défense que j'ai pu improviser a été de ramasser un morceau de bois mort dans ma main libre pour essayer de lui faire mal et de le piquer. Malheureusement, ma tentative n'a pas eu le résultat escompté. En effet, la seule réaction qu'il a eue a été de me demander de continuer, car, disait-il, je lui faisais plaisir. J'ai obéi. Sans doute autant par soumission habituelle que par mon implacable détermination à parvenir à lui faire du mal. Lorsqu'il a été presque recouvert de branches, j'ai vu son briquet sur la table à côté de nous. Pour la première fois de ma vie, j'ai réellement pensé à le tuer. Les branches étaient sèches, et je suis certaine qu'il aurait été sévèrement brûlé. Il aurait peut-être même flambé comme un fétu si j'avais jeté son verre d'alcool sur le feu. J'ai allumé le briquet et je l'ai approché des branches. Mais je n'ai pas pu aller plus loin. J'ai été interrompue dans mon projet. Personne n'est arrivé, mais j'ai constaté que quelqu'un se trouvait là. Je ne sais pas depuis combien de temps. Ce quelqu'un était ma mère. Après cet épisode particulièrement traumatisant, elle m'a reproché de m'approcher trop souvent de lui. Elle nous a laissés tous les deux et j'ai retiré les branches. Mes gestes étaient mécaniques. J'ai agi comme une somnambule. Je me sentais misérable, indigne, honteuse, en colère autant contre moi-même que contre mon oncle et ma mère. Je n'ai jamais cherché à savoir si son impassibilité devant cette situation, aussi absurde que tragique, était le fruit de sa lâcheté ou de sa complicité. Je ne comprendrai de toute façon jamais. J'aimais mes parents et je leur suis infiniment reconnaissante pour tout ce qu'ils m'ont apporté. Mais je dois dire qu'en ce qui concerne mon oncle pédophile, je reste perplexe et désarçonnée devant leur attitude. Je grandissais. Ma crainte de retourner dans cet enfer s'est accentuée au fil des mois qui ont suivi. J'ai donc décidé de me rendre seule chez mon oncle pour le tuer. J'ai préparé un couteau et pendant des semaines, j'ai imaginé une scène sanglante durant laquelle je lui percerais la panse. Et je me suis répété que cette fois, la douleur que je lui infligerais
ne lui procurerait aucun plaisir. Je me suis donc enfuie de chez moi une nuit avec mon ami d'enfance, mais je ne suis jamais arrivée à destination. Pas d'argent d'abord, et la peur ensuite. En effet, en sortant de la maison à 4 heures du matin, j'ai vu défiler à grande vitesse ce qui pourrait m'arriver si je le tuais. Police, hôpital psychiatrique, maison de correction. J'ai repensé à ces filles dont mon oncle avait probablement abusé dans les années 50, et je me suis imaginée à leur place, peut-être sous la coupe d'individus pires que lui. J'ai donc renoncé. Aujourd'hui encore, je suis assez épouvantée de me dire que pas une fois je n'ai pensé à lui et aux gestes extrêmes que j'avais l'intention d'accomplir. Mais pour la première fois dans l'histoire qui nous liait, je n'ai pensé qu'à moi. Quoi qu'il en soit, le scandale que nos parents ont fait à notre retour a été bénéfique pour moi, car j'ai pu dire en public que j'étais partie pour assassiner mon oncle parce que je ne voulais plus jamais retourner le voir. Étant donné que j'ai dit qu'il abusait de moi et que ma grande sœur a confirmé mes dires, ma mère n'a rien su faire d'autre que de promettre devant les parents de mon ami, qui étaient aussi ses amis par ailleurs, que nous n'irions évidemment plus jamais le visiter. Je me croyais libérée, mais je me trompais. Le cauchemar ne venait en fait que de commencer. Dans la prochaine vidéo, je raconterai comment les frères Trois Points et la loge ont estimé devoir gérer la situation pour me faire taire. Merci pour votre écoute. N'hésitez surtout pas à liker et à partager cette vidéo. Au nom de toutes les victimes, je vous remercie.